Merci Vincent, désolé pour le raté à l'arrivée. Vous aurez remarqué qu'on est en force pour défendre cette belle initiative qu'est Libra. Il y a au moins besoin de ça. Sur la scène économique, en tout cas pour les 6 derniers mois, les choses ont quand même beaucoup bougé dans le domaine des crypto-monnaies. Et en fait, c'est ce qui m'a fait penser à cette phrase de Victor Hugo. On peut combattre une armée, c'est difficile de freiner une idée qui arrive finalement à maturité. Je vais juste faire un petit retour en arrière sur l'historique de Libra, parce qu'il y a aussi des connexions avec le Créa Digital Day. En janvier 2018, David Marcus était pas ici sur scène, mais en tout cas répondait aux questions que lui posait Arnaud Grobet. À l'époque, il s'occupait d'une toute petite entité de Facebook qui est Messenger, avec je crois un peu plus d'1 milliard d'utilisateurs. Et donc il était en fait interviewé à ce titre-là en janvier 2018. En mai 2018, donc pas bien longtemps après, une jeune femme de 28 ans qui s'appelle Morgane Bellaire, avec David Marcus, ont décidé de se poser la question de qu'est-ce qui pourrait être fait avec la blockchain chez Facebook. Un an après, l'annonce a été faite de la création de Libra. Et ça a été vraiment un séisme dans le monde financier d'une manière générale, ou du moins un mini-séisme, et donc avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Libra, c'est quoi? Libra, c'est un stablecoin. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec ces différents types de coins, mais en tout cas, c'est une monnaie qui est adossée sur un panier de valeurs qui sont le dollar, par exemple, le yen, l'euro, et la livre sterling. L'idée étant d'avoir un coin qui soit stable, en fait, et non spéculatif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pour sécuriser en fait les gens, c'était de dire aussi il faut que cette Libra soit adossée à une réserve financière. Donc, en fait, chaque fois qu'il y a une Libra, il y a un fiat coin, ce qu'on appelle un fiat coin, en face. Donc, il n'y a pas de création de monnaie en tant que telle, et donc pas de spéculation possible, ce qui en fait vraiment un outil idéal pour le paiement. Donc, comment s'est passée l'installation de ce projet? En fait, ça démarre par la création d'une association. Je pense que la plupart d'entre vous aujourd'hui sait que cette association est à Genève. L'association comprend une vingtaine de membres. Elle a pour vocation à s'élargir. On va dire une centaine de membres à terme. Et cette association, en fait, chaque membre détient un des nœuds de validation de la blockchain. Donc c'est un point qui est important. Et Facebook est membre de cette association, mais n'a pas de droit de vote privilégié dans cette association. C'est aussi quelque chose qui est important de noter. Cette blockchain, en fait, aujourd'hui, c'est une blockchain fermée. Elle a pour vocation à évoluer dans le futur. Et elle repose par contre sur une solution qui est complètement open source et qui permet en fait à des communautés de développeurs de regarder Libra, mais aussi à d'autres personnes de se lancer dans des services de création de ce qu'on appelle des smart contracts. Donc c'est vraiment un écosystème complet qui s'est mis en place aujourd'hui. Dans l'édition de Fortune, je crois que ça doit être la semaine passée, Klaus Schwab, que tout le monde connaît, World Economic Forum, a précisé que pour 2020, en tout cas, une des idées majeures qui allait forger 2020, ça allait être la notion de stablecoin, et notamment pour tout ce qui est inclusion financière. C'est quand même aujourd'hui un sujet qui est important et qui nous tient particulièrement à cœur. Moi, j'ai pas mal travaillé dans ces domaines. 285 millions de migrants de par le monde. Des migrants sont en fait les personnes qui ont quitté leur pays, qui travaillent dans d'autres pays. En général, ces personnes-là subviennent aux besoins de leur famille restée au pays. Donc pour 285 millions de migrants, vous avez 2 à 3 personnes en général qui sont soutenues par la personne qui travaille à l'étranger. Et en fait, en moyenne, on considère que chaque migrant renvoie 200 francs ou $200 par mois au pays.
Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, ça a un coût absolument énorme, puisqu'en fait, alors c'est une économie de 600 milliards de dollars hein, dont on parle par année, c'est quelque chose d'énorme. Et le coût des transferts de monnaie, c'est 7% en moyenne, mais pour certaines destinations, on est plutôt sur du 12% ou du 15%. Donc une fois de plus, ben, c'est les plus pauvres qui payent. Alors pas que les MoneyGram ou Western Union s'en mettent plein les poches, loin de là, parce qu'en fait c'est quand même un sujet assez compliqué. Il faut des systèmes bancaires, il faut du SWIFT, il faut du transfert, et surtout dans les pays, il faut des agents sur place qui s'occupent en fait du cash-in et du cash-out. Donc quelque chose de finalement assez conséquent, une machine lourde qui tourne depuis des années comme ça, mais qui est devenue complètement insupportable en tant que telle. Et c'est là où la Libra entre en jeu, parce qu'en fait avec la Libra, on va pouvoir envoyer de l'argent comme on envoie un message par SMS pardon, ou par WhatsApp. L'autre point qui est tout aussi important avec un projet comme la Libra, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir, les micro-marchands ou les marchands dans ces pays en développement vont pouvoir accepter des paiements. Et donc, en fait, on va rentrer dans un cercle vertueux et sortir de cette problématique qui est aujourd'hui, on était beaucoup sur du cash et on veut tous passer, enfin tout le monde veut passer sur du cashless. Alors on a beaucoup entendu parler de Libra, malheureusement pas toujours en bons termes. D'abord de par la parenté avec Facebook. Comment dire ? Il y a eu un gros impact, il y a un gros choc qui a été cette annonce, et je pense que ça a été salutaire, c'était un wake-up call. À tel point d'ailleurs que tous les pays aujourd'hui se sont vraiment mobilisés, se sont réveillés sur le sujet. On a entendu parler de la Chine, on entend parler de Christine Lagarde aujourd'hui en Europe qui veut faire des choses. D'autres stablecoins ont déjà existé ou existé avant, mais le fait que ça soit porté par une big tech, évidemment, ça a complètement bouleversé la donne. Donc il n'empêche que monnaie d'État, stablecoin, autres initiatives, un projet comme Libra, un projet qui a tout à fait sa place dans l'économie du moment par rapport à des solutions qui tournent depuis 50 ans et qui se devaient d'évoluer. Le dernier point, et je vais passer la parole à Thomas sur le sujet, c'est qu'en fait, les choses vont maintenant très très vite. On est dans l'accélération de l'accélération, c'est une thématique qui est chère à la Singularity University. Et en fait, le moyen de rentrer dans le jeu, c'est clairement, ou un des moyens, c'est clairement l'éducation. Donc aujourd'hui, le régulateur ne s'est pas prononcé par rapport à Libra. Tout le monde attend quelque chose de ce côté-là, mais il n'empêche que ça soit Libra ou autre chose, ça va arriver vite. Et je pense qu'il est du devoir des organisations et des entreprises de vraiment s'intéresser au sujet, parce qu'il va y avoir des impacts qui vont être des impacts énormes. Et Thomas va nous parler un peu de l'évolution justement de tout ce qui s'est passé en termes de changement dans les monnaies et dans les flux d'argent, et nous parler aussi comment l'éducation va pouvoir aider à avancer sur ces aspects-là. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc je vais commencer par vous parler de l'innovation autour de la monnaie. En fait, l'innovation autour de la monnaie, c'est toujours assez compliqué. C'est compliqué pour une raison, c'est que les gouvernements doivent s'entendre avec les banques centrales pour accepter ou pas une innovation. Si on regarde un peu plus dans le passé, et puis pour essayer de juger quel est le rôle de la technologie dans une innovation autour de la monnaie, en 1985, c'est parce qu'on a été capable de placer un ordre boursier entre l'Europe et les États-Unis que les banques commerciales sont allées voir les gouvernements pour abaisser les barrières douanières. Donc on voit bien qu'en fait, même si le cadre régulatoire est souvent assez lourd, il faut plutôt juger une innovation autour de la monnaie sur le potentiel que peut avoir la technologie, plutôt que de la regarder uniquement sous le prisme de la régulation actuelle. Les dernières années ont connu une très vive accélération autour de l'innovation, autour de l'argent, notamment avec le financement participatif, par exemple, des plateformes comme Kickstarter qui permettent au plus grand nombre de financer des projets ou des entreprises, jusqu'à
jusqu'à la version blockchain du crowdfunding avec la tokenisation, donc cette capacité de transformer n'importe quel actif en jeton. Si on achète le jeton, on achète l'actif sous-jacent. Enfin, les digital wallets avec des applications comme Revolut ou M-Pesa qui vont faciliter le transfert d'argent entre particuliers. Et c'est ce type d'innovation-là qui va permettre d'adresser la blockchain Libra. Demain, grâce à Libra, vous allez pouvoir vous échanger de l'argent beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus rapide et surtout à très faible coût. Donc on parle souvent de cross-border payment, qui est un des positionnements de Libra, à savoir adresser les 1,7 milliard de personnes qui ne sont pas ou sous-bancarisées. Mais dans la vie quotidienne, on va pouvoir notamment s'envoyer de l'argent aussi simplement que sur WhatsApp ou sur toute autre application, grâce à ce type d'innovation technologique. Alors, le problème avec l'innovation, c'est que pour considérer une innovation comme une opportunité et non une menace, il faut connaître cette innovation-là. Et dans un cycle d'innovation qui s'accélère et qui devient perpétuel, l'éducation doit aussi s'adapter au cycle de l'innovation. Aujourd'hui, l'éducation a changé. On ne se forme plus 3 ans dans notre vie et on garde les mêmes connaissances pendant toute notre vie. Aujourd'hui, un étudiant qui est en université, ses connaissances sont obsolètes au bout de 5 à 7 ans. Pourquoi ? Parce que les cycles d'éducation ne sont plus adaptés au cycle d'innovation. Il faut qu'on puisse arriver à se former de manière continue au gré des dernières innovations technologiques. C'est pour cette raison qu'on compte apporter notre pierre à l'édifice. On compte apporter notre pierre à l'édifice et d'accompagner l'innovation autour du Libra. Beaucoup de gens parlent de Libra mais ne savent pas exactement quel est le potentiel qui va être généré autour de Libra. On parle de régulation, on parle de création monétaire, mais on ne parle pas de quelles sont les applications qui va être possible de créer dessus. Donc ce qu'on va lancer à partir du mois de mars, c'est 2 formations en ligne. Donc une première formation qui va s'adresser à des profils plutôt business, où là l'idée c'est plutôt de dire voici l'écosystème Libra et surtout voici toutes les applications que vous allez pouvoir développer sur Libra. Et une deuxième qui s'adresse cette fois-ci à des profils plutôt techniques, où là l'idée ça va être d'apprendre le langage Move, qui est le langage de programmation de Libra. Ces 2 applications, ces 2 éducations, ce ne sont pas des offres qui seront théoriques, mais vraiment orientées pratiques. Donc elles s'adressent à des professionnels où là l'idée c'est plutôt d'accompagner toute organisation pour construire les applications les plus robustes sur Libra et profiter de cette innovation-là pour arriver à créer un écosystème stable, sécuritaire et vertueux. Ces 2 formations sont conçus et dispensés par des experts blockchain internationaux, grâce notamment à notre partenariat avec le groupe CREA et le groupe ITSEC et notre partenariat avec WISeKey et le Geneva Blockchain Center of Excellence. Et au terme de cette formation-là, vous allez pouvoir avoir une certification We Can Accelerate. Je vois bien que ma slide a un petit problème. La certification We Can Accelerate, qui, selon votre niveau de réponse aux différents quiz qui seront providés le long de la formation, avoir différents degrés de certification pour garantir à votre organisation que vous avez respecté l'état de l'art sur ce qui se fait de mieux dans le développement des applications Libra. Donc ces 2 formations sont lancées au mois de mars. Elles sont aujourd'hui disponibles pour le Créa Digital Day sous version Early Bird, c'est-à-dire que si vous scannez le QR code qui se trouve derrière moi, vous allez pouvoir avoir une réduction sur ces 2 formations et pouvoir bénéficier de ces réductions lorsqu'elles seront en ligne au mois de mars. Merci de votre attention. Merci Thomas pour votre présentation. Alors on voit que vous êtes convaincu par l'utilisation des stablecoins, que vous êtes presque certain que finalement ça va arriver. À votre avis, quel est le ou la stablecoin qui va devenir la monnaie digitale dominante dans les prochaines années ? Est-ce que c'est Libra ? Est-ce que c'est une monnaie nationale comme celle de la Chine ? Ou une autre monnaie ? On parlait tout à l'heure avec Adrien de la fin du dollar. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est clairement la Libra. Merci. Bravo. Merci. Non, pour être sérieux, en fait, c'est tout un monde qui s'ouvre à l'heure actuelle. On a les stablecoins d'un côté qui ont leur raison d'être et qui, de par leur stabilité, vont être des outils, les outils idéaux pour faire du transfert de monnaie. Il y a d'autres stablecoins que Libra. On connaît DAI, on connaît Tether, encore que ça a un peu bougé ces derniers temps. Il y a une grosse initiative lancée en Israël qui s'appelle Saga.
Donc, on voit qu'il y a des nouveaux entrants sur le marché, mais aucun, pour l'instant, de la taille d'une big tech comme Facebook, par exemple. Et donc, ces monnaies-là, en fait, elles ont la particularité, à part peut-être le DAI, mais que je ne connais pas le mieux, c'est que les gens disent au début c'est 1 pour 1, et puis, mais ça va peut-être changer à terme. Donc, on ne sait pas si ça va rester un outil stable ou si ça va devenir un instrument spéculatif comme l'est le Bitcoin. Je pense que le Bitcoin restera pour des siècles ou pour des millénaires, comme disait Fabrice Leclerc. Hein, faut penser millénaire maintenant. Mais Bitcoin, pour moi, ça va être plus comme l'or, en fait. Ça va être un coin de refuge. Sur les pays, ça bouge très vite, mais ils ont été pris de vitesse par l'annonce de Libra. Même la Chine travaille sur son stablecoin, entre parenthèses, depuis, je crois, 2014. Et d'un seul coup, là, ils ont été pressés par le temps et ils ont fait des annonces qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'en fait, on pensait au départ que ça allait être un stablecoin que les Chinois allaient utiliser essentiellement comme une monnaie interne de paiement. Et pas du tout. En fait, ils ont tout ce qu'il faut pour payer entre les Alipay, les Chinois, ils n'ont plus besoin d'avoir un outil supplémentaire de paiement. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, alors là, on parle plutôt de fiat coin et plus de stable coin, c'est vraiment lié à un État. Il va être utilisé pour tous les pays qui sont impliqués dans la Belt Road, qui est en fait la nouvelle Silk Road. Et il faut savoir qu'il y a plus de 100 pays qui sont impliqués dans ces échanges. Et donc, ça veut dire que les Chinois vont favoriser l'utilisation de leur monnaie par rapport à ces pays. Et donc, on va revenir dans cette logique de paiement cross-border qu'on n'aura pas forcément avec un e-euro ou un e-franc suisse. Donc voilà, terrain très, très mouvant. Je pense qu'il y a d'autres grosses big tech qui vont se présenter très vite au portillon. J'imagine pas qu'Amazon accepte des paiements Libra très longtemps sur sa plateforme. Donc on peut imaginer qu'un Google ou qu'un Amazon aussi rentre dans la boucle. Néanmoins, Libra a ouvert la route et puis a surtout, au travers de l'association qui a été créée, à développer ou déployer un modèle qui, moi, me semble intéressant et pérenne. Merci. On voit déjà avec les quelques dizaines de cofondateurs et puis la centaine à terme et tous les autres qui sont intéressés, on parle souvent de Spotify, de Uber, qu'on va avoir des centaines, voire des milliers de cas d'application, notamment à la Libra, mais à d'autres blockchains et stablecoins. Finalement, comment on peut se préparer à ces évolutions-là, les anticiper, les saisir ou minimiser les menaces qui pourraient être associées ? Avec nous. Non, mais effectivement, je pense qu'il va falloir construire un écosystème le plus vertueux avec à la fois des connaissances, à la fois créer des liens avec le monde académique, la recherche. Donc, petit moment promotionnel, nous, c'est ce qu'on propose aussi, c'est qu'on propose une offre éducation, accompagner les entreprises dans identifier si une solution Libra est pertinente et si oui, on les aide à les développer sur une partie stratégique aussi bien qu'une partie technologique. On a des chercheurs, on a lancé une chaire académique blockchain où des chercheurs vont pouvoir travailler sur les projets existants pour garantir un état de l'art, notamment en matière de sécurité et faire en sorte que les applications soient les plus robustes possibles. Mais je pense que ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a toute une série d'applications qui vont pouvoir être développées sur Libra. Si tu citais Spotify, on va dire que l'avantage de Libra, pour faire simple, c'est rapidité et puis coût des flux financiers. Sur un système comme Spotify qui rémunère les artistes, on pourrait très bien envisager via l'implication de Spotify sur Libra une rémunération des artistes à la seconde au lieu d'avoir un système où on met tout dans un entonnoir et puis à la fin on donne tout ça aux artistes de manière assez aléatoire. Donc en fait, ça sera majoritairement sur ces deux caractéristiques-là, la rapidité et puis le coût, que la notion de digital wallet et de pas mal d'entreprises qui sont impliquées dans ces notions de paiement vont pouvoir développer des applications robustes. Merci. Alors juste une dernière question pour clore le chapitre blockchain de cet après-midi. Dans le cycle certifiant Acrea Blockchain, les 15 journées que Yves, tu as suivies, vendredi dernier, on a eu Bertrand Pérez,
donc le directeur général de Libra. Qu'est-ce que tu as retenu finalement de son intervention et de sa position par rapport à l'évolution de ce projet? Je pense que dans la salle, tout le monde a un point de vue différent. Les médias, tous les jours, nous relatent des articles qui un jour sont positifs, le lendemain sont négatifs. Finalement, qu'est-ce que vous avez retenu de cela? Alors, moi, je pense, pour ce qui a été présenté, c'est que d'abord, il y a un côté qui reste extrêmement optimiste et positif, donc sur le fait que le projet aboutira. Il est clair que les discussions avec le régulateur vont bon train et que Libra ne fera absolument aucune annonce et n'avancera rien tant que le régulateur ne se sera pas prononcé. Je pense aussi qu'ils font les choses dans l'ordre. On a vu, enfin, parce que finalement c'est assez transparent, il y a des white papers qui sont publiés. Pour ceux qui s'intéressent à Libra, entre le premier white paper et une mise à jour qui a eu lieu au mois d'octobre, on peut se rendre compte qu'il y a déjà des petites différences, et certaines qui ne sont pas aussi petites que ça, mais qui étaient là pour satisfaire le régulateur. Donc le message que j'ai eu, que j'ai perçu moi de la part de Bertrand Pérez, c'est qu'ils font vraiment ce qu'il faut pour que les choses avancent correctement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de buzz, il y a beaucoup de bruit, mais voilà. Mais une fois de plus, c'était ma phrase de Victor Hugo. On sait que ça va arriver. C'est pas si, c'est quand en fait. C'est ça le point. Merci beaucoup Yves, merci beaucoup Thomas, merci à toutes et à tous pour ce chapitre blockchain. Et place à la suite.